On a 10 minutes de débat. Et Céline Guyon, je crois, avait une question à poser, qui est une question un peu technique d'archiviste à citoyen. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur... vous évoquez du caviardage. Donc le caviardage, ce n'est pas une pratique a priori de la archivistique en France. Donc je veux savoir ce que vous entendez par caviardage. Alors, j'appelle caviardage le fait de passer en noir un élément quand il est petit, et quand c'est grand, de remplacer par, une barre en haut, une barre en bas et une grande croix. Voilà, dans un document, c'est massif dans ce que je vois, en particulier dans ce que la commission Duclercq, dans les 8000 documents militaires que la commission Duclercq a permis de libérer, il y a eu un travail là-dessus pour éviter beaucoup de documents, essentiellement des informations personnelles, des noms, beaucoup. Pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y a des adresses privées qui se retrouvent quand même pas caviardées, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des noms que je connaissais bien qui se retrouvent occultés. Et voilà. Et ça, c'est parce que les intérêts protégés par la loi, c'est pas que le secret défense, c'est aussi les informations personnelles. Mais bon, on peut en parler en détail là-dessus. Il y a de gros problèmes sur la mise en pratique de cette loi. Juste sur le caviardage, il y a un domaine dans lequel le caviardage existe en France, c'est les avis rendus par la Commission du secret de la défense nationale. Parce que la loi a dit que la Commission peut rendre un avis favorable à la déclassification, donc à ce moment-là, le document sera entièrement donné, un défavorable, auquel cas le document n'est pas déclassifié, ou partiellement déclassifié. Auquel cas, à ce moment-là, effectivement, la Commission dit je donne l'avis favorable pour déclassifier les paragraphes 5, 6 et 8 de la première page et pas la suite. Auquel cas, effectivement, le document est caviardé. Juste une précision courte, il y a des fois des choses extrêmement sensibles, comme l'attentat du 6 avril 1994 contre le président rwandais, où les documents des services secrets sont caviardés, et là, il ne s'agit pas juste du nom de personne. Une petite question. La situation que vous avez décrite, M. Varesfeld, que le juge n'a pas le droit de regarder les documents, est-ce que ça ne se heurte avec le droit d'accès au tribunal? Sous cet droit, ça a été jugé en Allemagne par la Cour constitutionnelle, et on a introduit un système in camera. Ça veut dire que l'administration doit prouver que matériellement le secret est bien fondé, mais l'administration pourrait dire que ce n'est pas au juge de voir, et dans ce cas-là, c'est attribué à la Cour plus haute pour regarder si c'est vrai ce que l'administration dit, que c'est un secret, c'est d'évoluer en bas avec la décision, ça c'est un secret ou non, et dans ce cas-là, la décision est déterminée par la juge. Ça pourrait être une voie pour les Français aussi de le porter plus haut devant les cours européennes. Tout à fait. Je vais tout à fait dans votre sens. On n'a pas encore de décision dans ce sens en France, mais en 2015, lorsque la loi sur le renseignement a été votée en France, il a été pour la première fois décidé que le Conseil d'État a une formation spécialisée qui, pour les questions de renseignement, a accès aux documents classifiés. Donc nous avons déjà un exemple d'une possibilité de donner accès au juge. Et donc je pense que sur la base de ce premier exemple qui fonctionne pour le renseignement, il sera possible d'aller vers une généralisation du système. Donc c'est un autre chantier, mais qui ne concerne pas spécifiquement les archives, qui est d'obtenir un accès, dans le sens que vous indiquez, qu'une juridiction puisse au moins indirectement vérifier la pertinence du secret. Tout à fait. Comme il y a beaucoup de questions, je vous demanderai de faire des réponses brèves. Allez. C'est sur la question du caviardage. En tant qu'archiviste, moi je suis extrêmement surpris parce que alors cette question du caviardage, pour moi, elle a été introduite par des avis de la CADA. Sur des choses tout à fait anecdotiques, où la CADA s'est prononcée sur l'autorisation de consulter des documents sous réserve de dissimuler un certain nombre d'informations. Position sur laquelle je pense que toutes les associations professionnelles d'archivistes et tous les archivistes en fonction se sont élevés. Moi, je suis désolé, en tant qu'archiviste, jamais, je le dis, jamais je ne communiquerai un document caviardé. Je considère que mon éthique professionnelle, c'est communicable, on donne la pièce. C'est pas communicable, on assume jusqu'au bout de ne pas communiquer. Et alors, le deuxième problème que ça me pose, et ça c'est gravissime, ça veut dire qu'on ne communique pas les originaux. C'est-à-dire qu'on vous donne des photocopies bricolées. Mais c'est éthiquement scandaleux. Je suis désolé. Enfin, alors là, c'est indéfendable. Alors, sur ce point, madame, vous voulez intervenir, c'est ça, sur le même point?
que je travaille, moi j'ai eu accès à un document caviardé qui était dans un dossier d'un officier. Donc il a été caviardé parce qu'il a été amnistié. Et quand j'ai voulu avoir le document et savoir qu'est-ce qu'il y avait sous le caviardage, le ministère m'a répondu, ce document n'existe plus, alors que j'ai eu l'original en main. L'amnistie, c'est autre chose. Enfin, oui, sauf qu'en fait, l'amnistie ne permettait pas de faire le caviardage. Donc voilà. Alors, donc il y a ce problème-là, mais il y a deux personnes qui voulaient poser des questions. Là, Thomas, juste devant. Peut-être vous pouvez... Oui, chacun à son tour, mais je ne sais pas quel est le tour. Hein. Merci beaucoup. En effet, de ce que vous avez dit, il paraît que la surclassification, c'est un problème extraordinaire. Et je voudrais savoir s'il y a une méthode de convoquer à responsabilité les classificateurs, de la même manière que les policiers qui abusent son pouvoir et emploient un excès de force dans une intervention, peut-être convoqués ou enfin accusés de l'abus du pouvoir. Une des principales raisons de la surclassification, c'est que les personnes qui classifient peuvent être sanctionnées si elles ne classifient pas quelque chose qui est secret, et alors que l'inverse n'existe pas. Donc elles sont fortement incitées à classifier, à ce que je sache, et donc ça incite à... Oui. Oui, s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure, vous m'entendez, non? Oh, oui, oui. Vous avez parlé, M. Warusfeld, tout à l'heure, mon cher collègue, vous avez parlé de contrôle, qu'un système de contrôle interne serait sans doute tout à fait désirable. Et personne n'oserait vous contredire. Le seul problème, c'est que vous devez tous savoir qu'en cas de crise, et peut-être sommes-nous aujourd'hui un peu en crise permanente, le premier secteur qui en prend plein la figure, c'est le secteur du contrôle. Que ce soit le contrôle du travail, le contrôle des frontières, le contrôle des documents historiques, tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous ne croyez pas votre propos un peu très beau, mais trop illusoire dans le contrôle? C'est-à-dire que vous allez mettre en place un système de contrôle qui a peu de chances, malheureusement, même si vous avez 1000 fois raison, de fonctionner. Et deux, alors, bon, je ne sais pas si vous... Oui, attendez, oui. Ensuite... vous avez parlé du problème des inventaires. On entend assez peu ce mot dans les débats depuis ce matin. Or, l'inventaire, n'est-ce pas là le problème fondamental? Car quelle est la fiabilité, quelle est la crédibilité des inventaires, des archives auxquelles, très courageusement tous, vous vous confrontez? Est-ce que vous n'avez pas eu, dans vos recherches, des problèmes de sincérité d'inventaire? Enfin, dernier point, c'était au sujet de la défense des frontières. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous pensez les frontières métropolitaines, mais est-ce que vous pensez aussi aux frontières d'outre-mer, qui, comme vous le savez bien, malheureusement, nous impliquent dans une vieille histoire coloniale dont nous gardons les miettes? Et enfin, dernier point, est-ce que sur le Rwanda, ce n'était pas aussi une question de frontières, mais je me permettrais de penser à des questions de frontières culturelles, c'est-à-dire linguistiques? Je vous pose la question. J'avais donc une autre question pour M. Warusfeld. Vous avez dit tout à l'heure, la règle de base, c'est que l'administration qui a classifié, c'est elle qui peut déclassifier. Et le juge Trévédic avait déclaré que c'était complètement anticonstitutionnel, vous m'avez compris, de demander, c'est juge et partie, en fait, il n'y a personne qui intervient. Et est-ce que c'est vrai que c'est anticonstitutionnel d'après vous? Oui, je voudrais ajouter un mot. Bertrand, tout à l'heure, a évoqué le fait qu'on était passé d'une conception matérielle du secret à une conception formelle. En fait, il y a une doctrine qui s'est construite depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années peut-être même. Il y a un article de Marc Guillaume, paru au Mélange-Bréban, qui évoque le fait qu'on est passé à un secret formel. Donc en fait, tout ce qui est tamponné est secret, peu importe ce qu'il y a dedans. On a aussi un autre article de Marc Guillaume qui nous explique que le secret défense est opposable au Parlement, à tout le Parlement. Et puis après, on a un secrétaire général du gouvernement qui contribue largement
qui a été directeur des affaires juridiques du ministère de la Défense, qui contribue largement à l'élaboration de l'IGI de 2010, à sa mise en application et à la refonte de l'IGI de 2010, qui s'appelle encore Marc Guillaume. Et je crois qu'une forte partie de la doctrine du secret défense verrouillage que l'on retrouve en œuvre depuis un certain nombre d'années, c'est une doctrine qui est largement produite par Marc Guillaume. Alors, je sais bien que c'est enregistré, je sais bien que c'est pas bien ce que je viens de dire, mais je pense qu'il fallait quand même le dire. Sur la doctrine qu'évoquait Frédéric et la paternité de Marc Guillaume, dans son article au Mélange Bréban, en bas de page, il dit qu'il y a un juriste qui a des idées hasardeuses qui s'appelle Varusfeld. Donc, ça fait longtemps qu'on est en désaccord avec Marc Guillaume sur ce sujet, mais je corrige quand même ce que tu viens de dire. Pour moi, il n'y a pas de réduction aux critères formels. Comme je l'ai dit, il y a les deux critères, et je pense d'ailleurs que le Conseil d'État nous a donné raison indirectement sur ce point. Sur le fait de savoir si les questions de contrôle, c'est de l'optimisme ou pas, moi je répondrai la devise de Guillaume d'Orange, il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer, hein, je veux dire, ni d'espérer pour entreprendre. Un certain nombre des choses qu'on a obtenues aujourd'hui et qu'on obtiendra demain, c'est parce qu'on va se battre, même si on sait qu'on a des forces extrêmement importantes contre nous, y compris au sein du gouvernement. Mais si les seuls combats qu'on perd, c'est ceux qu'on ne mène pas. Oui, qu'on est sûr de perdre, oui. Dernière question. Oui. Oui. Moi, c'était juste une remarque. Ce qui réunit en fait vos deux interventions qui étaient passionnantes, c'est le concept de raison d'État. On n'a pas parlé de la raison d'État, mais c'est l'ADN de l'État français. Donc, quand nos collègues allemands ou anglais parlent de l'État de droit, ils pensent à quelque chose qui existe vraiment. Mais en France, l'État de droit, c'est un vernis. Et dès qu'on creuse un peu, eh bien, on a la raison d'État. Et c'est exactement. Et puis, juste une petite remarque quand même. Je ne suis pas un grand admirateur du Conseil constitutionnel, mais on ne peut pas dire que c'est une instance politique. On peut dire beaucoup de choses sur le Conseil constitutionnel, mais on ne peut pas dire que c'est une instance politique. Ça, c'est un peu excessif. Je veux argumenter cette phrase. Le processus de nomination du Conseil constitutionnel est nommé par 3 instances politiques, et ça, je pense que c'est incontestable. Le fait que les anciens présidentiels de droit aient nécessairement inscrit une constitution politique dans ses membres. Le fait que les anciens premiers ministres en exercice et des conseillers, par exemple, en l'occurrence dans mon cas, des proches de François Mitterrand qui étaient dans le Conseil constitutionnel à ce moment-là, ça joue nécessairement. Et maintenant, sur la décision, je peux reprendre les arguments que j'ai utilisés. Le Conseil constitutionnel, notre parti a présenté, et Maître Spinozzi, que je remercie aussi, a présenté des arguments juridiques. Le gouvernement a présenté des arguments politiques, qui sont tout à fait respectables, mais qui étaient indigents du point de vue juridique. Et le Conseil constitutionnel a repris mot pour mot la proposition du gouvernement, y compris en ce qui concernait les erreurs. Il n'avait pas rectifié les erreurs qu'il y avait dedans. Donc je pense que qualifier ça de décision politique dans ce cas précis, peut-être pas de façon générale, me paraît tout à fait argumenté. Non mais qualifier une décision politique, oui. Qualifier une instance de politique, c'est pas exactement la même chose. Et je peux vous mettre d'accord avec un article célèbre de Garfinkel qui dit, en gros, un communiste juré, ça n'est pas un juré communiste. Voilà. Donc on passe à la suite.